la théorie de la panspermia, des graines cosmiques qui ont semé la vie sur Terre. Cette hypothèse audacieuse affirme que la vie sur notre planète n'est pas née de processus purement terrestres, mais qu'elle a été introduite depuis l'espace extérieur, transportée par des comètes, des météorites ou de la poussière cosmique sous forme de micro-organismes ou de précurseurs biologiques résistants. Imaginez un vaste tapis interstellaire où la vie n'est pas un événement isolé, mais un phénomène omniprésent, capable de migrer entre les étoiles et les planètes à travers les rigueurs du vide cosmique. Cette idée, ancrée dans l'astrobiologie moderne, défie la notion traditionnelle d'une origine endogène de la vie sur Terre, en proposant à la place un mécanisme de dispersion naturelle qui pourrait expliquer la rapidité apparente avec laquelle la biosphère terrestre a émergé il y a environ 3800 millions d'années, à peine quelques centaines de millions d'années après la formation de la planète. Dans les pages qui suivent, je vais révéler comment cette théorie ne reconfigure pas seulement notre compréhension des origines biologiques, mais transforme radicalement la perception de l'humanité comme un accident cosmique, en promettant de démêler des preuves expérimentales qui rendent plausible ce récit et en explorant ses implications philosophiques profondes. Permettez-moi d'ouvrir 2 boucles de curiosité qui guideront notre exploration. Boucle numéro 1. La surprenante évidence expérimentale qui soutient la panspermia depuis les échantillons d'astéroïdes jusqu'aux tests à la Station spatiale internationale, qui démontre la viabilité de la vie dans l'espace. Boucle numéro 2. Le tournant contre-intuitif dans les implications pour la résilience de la vie, révélant comment des microbes, apparemment fragiles, pourraient conquérir des distances galactiques, défiant nos attentes sur la fragilité biologique. Ces interrogations ne sont pas de simples spéculations, elles posent des enjeux personnels et collectifs de haut niveau. Si la panspermia est vraie, notre identité humaine s'élargit. Nous ne sommes plus les enfants exclusifs de la Terre, mais les héritiers d'un héritage cosmique partagé, ce qui pourrait favoriser une vision scientifique plus humble et unifiée de l'univers, en impulsant des avancées dans la recherche de vie extraterrestre et dans l'éthique interstellaire. En revanche, si elle est fausse, nous renforçons l'exceptionnalisme terrestre, où la vie est un miracle local qui exige de protéger notre planète avec plus d'urgence, en altérant les débats sur la colonisation spatiale et la durabilité. Que signifie cela pour vous? Si la vie est importée, notre récit évolutif s'entrelace avec le cosmos, en résolvant potentiellement des énigmes comme l'uniformité génétique de la Terre et en ouvrant les portes à une pluralité biologique universelle. Mais si ce n'est pas le cas, cela nous oblige à affronter la solitude cosmique, en intensifiant la responsabilité humaine dans un univers apparemment stérile. Pour naviguer dans cette complexité, cet essai suit une carte claire en une seule phrase. D'abord, des définitions et des analogies pour ancrer les concepts clés. Ensuite, des évidences centrales et des preuves scientifiques avec des contre-arguments équilibrés. Enfin, des applications pratiques et des révélations qui ferment les boucles et redéfinissent notre cosmovision. Cette structure ne décompose pas seulement la théorie étape par étape, mais construit un argument cumulatif, depuis les fondements théoriques jusqu'aux transformations paradigmatiques, en invitant le lecteur à questionner et à élargir sa propre compréhension de l'existence. La panspermia, dans son essence, représente une hypothèse astrobiologique qui suggère la distribution interstellaire des composants ou des formes primitives de vie, à travers des vecteurs cosmiques comme les météorites, les comètes et les nuages de poussière interstellaire. Formellement, elle se définit comme le processus par lequel des micro-organismes ou des précurseurs biologiques, encapsulés dans des matériaux rocheux ou glacés, survivent au voyage spatial et s'implantent sur des planètes habitables, en initiant ou en contribuant à l'évolution locale de la vie. Une variante notable est la panspermia dirigée, qui postule une intervention intentionnelle, bien que pas nécessairement par des aliens avancés, dans laquelle des entités ou des processus pourraient diriger ces graines vers des destinations spécifiques, comme des sondes biologiques ou des impacts contrôlés,
bien que cette branche reste dans le domaine spéculatif et moins soutenue empiriquement que la forme naturelle. Au cœur de cette théorie réside la notion que les graines de la vie, bactéries, spores ou molécules organiques complexes possèdent la capacité de résister aux conditions extrêmes de l'espace, le vide absolu, des températures proches du zéro absolu, une radiation ultraviolette intense et des collisions à haute vitesse pendant l'éjection d'une planète et l'atterrissage sur une autre. Des études préliminaires indiquent que de tels organismes, dans des états de cryptobiose, pourraient y rester viables pendant des millions d'années, en hibernant jusqu'à trouver un environnement propice comme les océans primordiaux de la Terre. Pour illustrer cette idée avec clarté, considérons une analogie précise. Le transport microbien dans la panspermia est comparable aux graines de plantes dispersées par des vents continentaux qui traversent des océans et des montagnes pour germer sur des sols lointains, mais élevés à une échelle cosmique inimaginable, où au lieu de brises terrestres, les éjections volcaniques sur des planètes ou les collisions d'astéroïdes agissent comme des catapultes galactiques, en lançant des roches imprégnées de vie à des vitesses de dizaines de kilomètres par seconde à travers le vide interstellaire. Cette comparaison met en lumière l'efficacité naturelle de la dispersion, où la survie ne dépend pas de miracles, mais d'adaptations évolutives prouvées. Cependant, il est crucial d'établir une limite explicite. Cette théorie n'affirme pas que la vie ait été intentionnellement semée par des civilisations aliens, comme dans des récits de science-fiction, mais elle se base sur des processus astrophysiques purement naturels, comme la fragmentation de corps célestes et la dynamique orbitale, en propageant la vie de manière passive et probabiliste à travers l'univers. En délimitant ainsi la portée, nous évitons les confusions avec des hypothèses anthropocentriques et maintenons le focus sur des évidences scientifiques observables, en préservant la curiosité ouverte dans les boucles précédentes. Quelles preuves expérimentales confirment cette résilience cosmique et comment cela réordonne nos attentes sur la vie au-delà de la Terre? Cette précision nous prépare à plonger dans des scénarios illustratifs qui rendent tangible cette hypothèse, en explorant si de telles graines pourraient vraiment avoir atteint notre monde primitif. Imaginons, pour un moment, un voyage cosmique qui transcende les limites de notre imagination quotidienne, une expérience mentale qui illustre l'essence de la panspermia avec une clarté vivide. Visualisons l'année 4000 millions avant Jésus-Christ, à une époque où la jeune Terre se refroidissait encore après le bombardement intense de sa formation. Ces océans primordiaux, bouillonnant de vapeurs volcaniques et de sels minéraux sous un ciel orageux. Au profond de l'espace, à des dizaines d'années-lumière de distance, orbite une planète rocheuse et aride, similaire à Mars dans sa jeunesse, où une communauté microbienne primitive prospère dans des flaques souterraines alimentées par des sources géothermiques. Ces micro-organismes, ancêtres des bactéries terrestres, sont des survivants tenaces, des archées et des cyanobactéries primitives encapsulées dans des cristaux minéraux qui les protègent comme un cocon naturel. Soudain, une collision cataclysmique avec un astéroïde éjecte des fragments de la croûte planétaire dans le vide interstellaire. L'un de ces fragments, une météorite de quelques mètres de diamètre, devient le porteur involontaire de la vie. Nommez-la graine étoilée, une roche poreuse imprégnée de spores microbiennes gelée dans un état de latence absolue. Le périple de graines étoilées commence par l'éjection violente. Accélérée à 20 km par seconde, elle échappe à la gravité de sa planète natale, en traversant l'héliosphère jusqu'à s'enfoncer dans le froid implacable de l'espace interstellaire. Ici, le vide règne suprême, un abîme sans air ni pression où les particules subatomiques voyagent solitaires. Les températures descendent à moins 270 degrés Celsius, gelant toute humidité en une glace cosmique qui scelle les microbes dans une cryopréservation naturelle. Mais l'espace n'est pas un allié bénin. La radiation galactique, des rayons cosmiques à haute énergie provenant de supernovae distantes et le fond de micro-ondes du Big Bang bombardent la surface de la météorite avec des particules subatomiques qui pourraient détruire des molécules organiques. Cependant, l'intérieur rocheux de graines étoilées agit comme un bouclier.
des couches de silicate et de carbonate absorbent et dispersent la radiation, en protégeant les spores dans son noyau. Pendant des millions d'années, la météorite erre erratiquement, influencée par la gravité d'étoiles passagères et de nuages moléculaires, sa trajectoire courbée par des champs magnétiques interstellaires. Dans cet exode prolongé, le temps se dilate à l'échelle cosmique. Ce qui pour un observateur humain serait une éternité, pour ces microbes en cryptobiose est une simple pause, une léthargie évolutive où le métabolisme se réduit à presque zéro, en préservant l'intégrité génétique contre l'entropie universelle. Enfin, après des éons de dérive, Graine étoilée est capturée par le puits gravitationnel du jeune Soleil et se précipite vers la Terre. L'entrée atmosphérique est un enfer. La friction avec l'atmosphère primitive génère un plasma ardent chauffant la surface de la météorite à des milliers de degrés, mais sa masse et sa composition permettent que le noyau reste relativement intact, avec des températures internes qui ne dépassent pas 100 degrés Celsius pendant de brefs instants. L'impact se produit dans un océan tempéré près de ce qui serait aujourd'hui l'équateur africain, en excavant un cratère éphémère qui libère sa charge dans l'eau saumâtre. Ici, dans les profondeurs thermales de la terre propice, les graines s'éveillent. Le dégel graduel, impulsionné par la pression hydrostatique et la chimie réductrice des océans, réhydrate les spores. Les microbes, ravivés, commencent à métaboliser des composés organiques locaux, hydrogène sulfuré et méthane dissous, en se répliquant et en s'adaptant au nouvel environnement. En question de génération, ils forment des colonies qui infusent de l'oxygène à l'eau, en pavant la voie pour l'explosion de vie complexe qui suivrait. Ce scénario n'est pas une simple fiction. Il se base sur des modèles astrophysiques réels, comme ceux simulés par la NASA, qui estime que de tels transferts interplanétaires ont eu lieu des milliers de fois pendant la période de bombardement tardif il y a 3900 millions d'années. Cette expérience mentale nous plonge dans la dynamique de la panspermia, en rendant palpable comment la vie pourrait tisser son tapis à travers le cosmos. Mais une vie si apparemment fragile pourrait-elle vraiment supporter les rigueurs du cosmos? Et quelle évidence expérimentale suggère un oui retentissant? Ces questions nous propulsent directement au cœur de la théorie, où nous examinerons les fondements biochimiques et la résilience observée qui rendent viable cette hypothèse, en fermant étape par étape les boucles de curiosité ouvertes au début. Commençons le noyau A de notre exploration avec le premier pas clair, démêler les fondements biochimiques de la panspermia, en nous concentrant sur les blocs constructifs de la vie qui peuplent déjà l'espace extérieur, ce qui sape la notion exclusive d'une origine terrestre autonome. Au cœur de cette discussion réside la découverte de molécules organiques complexes dans des météorites et des comètes qui servent comme précurseurs directs de la biologie. Prenons par exemple la météorite de Murchison, qui est tombée en Australie en 1969 et a été analysée exhaustivement dans des laboratoires d'astrochimie. Ce chondrite carbonacé, une relique de la nébuleuse solaire primitive, contient une abondance d'acides aminés, les briques fondamentales des protéines, incluant la glycine, l'alanine et l'acide glutamique, identiques à ceux trouvés dans les organismes terrestres. De plus, des analyses spectrométriques révèlent des nucléotides de base comme l'adénine et la guanine, composants essentiels de l'ARN et de l'ADN, ainsi que des hydrocarbures aromatiques polycycliques qui pourraient avoir catalysé des réactions prébiotiques. Ces découvertes ne sont pas des anomalies. Elles se répètent dans d'autres météorites comme Aland et Tagish Lake, suggérant que la chimie organique est un sous-produit omniprésent de la formation stellaire, synthétisé dans des nuages moléculaires froids par des réactions photochimiques impulsées par des rayons ultraviolets interstellaires. Le contexte scientifique est profond et formel. La biogenèse traditionnelle, proposée par des figures comme Miller et Urey, dans leur expérience de 1953, postulait que la vie surgissait spontanément sur Terre à partir d'une soupe primordiale
riche en gaz réducteurs sous des décharges électriques, produisant des acides aminés endogènes. Cependant, la présence de ces composés dans des météorites, comme Murchison, défie cette vision en démontrant que les ingrédients vitaux n'avaient pas besoin d'être générés localement. Ils pourraient avoir été importés massivement pendant le bombardement lourd de l'ADN, en livrant non seulement des blocs moléculaires, mais possiblement des chaînes polymériques prêtes pour l'auto-assemblage. Un mini-paiement révélateur émerge ici. Cette importation cosmique résout le problème de la dilution, où la probabilité de former des biomolécules complexes dans des océans vastes est infiniment petite sous la biogenèse pure, en proposant à la place un mécanisme de livraison concentré qui accélère l'émergence de la vie, en s'alignant avec des évidences fossiles de microbes datées à 3500 millions d'années. Pour rendre accessible ce concept, considérons une analogie simple. La chimie cosmique opère comme une cuisine universelle, où les étoiles et les nuages interstellaires sont les fours primordiaux, cuisant les ingrédients de la vie. Acides aminés et sucres, à partir d'éléments simples comme le carbone, l'hydrogène et l'oxygène, remués par l'énergie de supernovas et de vents stellaires. Comme un chef interstellaire verse ses composants dans des marmites planétaires comme la Terre, la panspermia suggère que nous n'avons pas inventé la recette, mais que nous l'avons reçue prête pour le banquet évolutif. Néanmoins, ce pas initial a des limites claires. Tandis que les blocs biochimiques sont abondants, ils n'impliquent pas une vie active transférée, mais des précurseurs qui requéraient encore des conditions locales pour s'activer en évitant de surestimer la panspermia comme une panacée absolue. Cette base biochimique nous mène logiquement au pas suivant dans le noyau A. Examiner la résilience de formes de vie terrestres comme analogue pour la survie spatiale, en testant si de telles graines pourraient non seulement arriver, mais prospérer dans de nouveaux mondes. Avançant dans ce deuxième pas du noyau A, nous nous enfonçons dans la résilience biologique des extrémophiles terrestres, organismes qui personnifient la capacité de la vie à défier des environnements hostiles et servent comme analogue direct pour la survie dans l'espace extérieur. Ces êtres, adaptés à des conditions extrêmes sur notre planète, des profondeurs abyssales aux déserts hyperarides et aux sources thermales acides, offrent un cadre empirique pour évaluer si les graines de la vie pourraient supporter le voyage interstellaire proposé par la panspermia. Parmi les exemples les plus emblématiques se trouvent les tardigrades, connus colloquially comme ourdeaux, des créatures microscopiques de à peine 1/2 millimètre de longueur qui exhibent une ténacité presque légendaire. Dans des expériences menées par l'Agence spatiale européenne en 2007 à bord de la mission Photon M3, des tardigrades ont été exposés directement au vide spatial et à la radiation ultraviolette intense pendant 10 jours en orbite terrestre basse. Surprenamment, 30% des spécimens ont revécu au retour sur Terre, en se réhydratant et en se reproduisant sans séquelles génétiques significatives, ces invertébrés en entrant dans un état de cryptobiose. Un léthargie réversible où ils perdent jusqu'à 99% de leur eau corporelle et réduisent leur métabolisme à des niveaux indétectables, ont démontré que la déshydratation extrême agit comme un bouclier contre la décompression et le froid, en préservant l'intégrité de leur ADN contre l'ionisation radioactive. De manière similaire, des expériences avec des bactéries ont approfondi cette résilience. Considérons le cas de Deinococcus radiodurans, surnommé Conan la bactérie, pour sa résistance à la radiation, capable de supporter des doses létales pour les humains, jusqu'à 5000 Gray, comparé aux 10 Gray qui tuent un être humain. Dans des tests réalisés à la Station spatiale internationale entre 2010 et 2015, dans le cadre du projet Tanpopo de l'agence spatiale japonaise JAXA, des colonies de cette bactérie et d'autres comme Bacillus subtili ont été fixées à des panneaux externes exposés au vide, à des températures fluctuantes de moins 150 à plus 120 degrés Celsius et à des rayons cosmiques galactiques. Après 3 années d'exposition, 50% des spores de Bacillus subtilis sont restés viables,
avec des taux de survie qui augmentaient quand elles étaient protégées sous une couche mince d'argile ou de glace, simulant des matrices météoritiques. Ces résultats non seulement valident l'hypothèse de la lithopanspermia, où des roches agissent comme des carapaces protectrices, mais quantifient la probabilité de survie. Des modèles mathématiques dérivés de ces données estiment que des microbes encapsulés pourraient parcourir des distances interplanétaires en mois ou interstellaires en millions d'années, avec des taux de viabilité de 10 à 20% sous des conditions optimales. Un mini-paiement émerge de ces découvertes. La faisabilité du transport panspermique s'élève de spéculation à possibilité quantifiable en résolvant l'un des principaux obstacles à la théorie: la létalité de l'espace, en démontrant que la vie n'exige pas d'environnement bénin pour persister, mais seulement un bref refuge pendant le transit. Pour insérer un pattern interruptif qui met en lumière cette robustesse, considérons un fait impactant. Des spores bactériennes, comme celles de Bacillus, préservées dans de l'ambre ou des sédiments terrestres, ont démontré une viabilité après 25 millions d'années d'inactivité, suggérant que dans le vide cosmique, où le temps géologique s'accélère, de telles formes pourraient hiberner pendant des éons sans dégradation significative, en défiant notre perception linéaire du vieillissement biologique. Néanmoins, il est impératif de reconnaître une limite explicite dans cette résilience. Toutes les formes de vie ne pourraient pas survivre à l'exode spatial. Seulement des microbes résistants, comme des extrémophiles prokaryotes ou des tardigrades en état de quiescence, possèdent les adaptations nécessaires: parois cellulaires renforcées, réparation efficace de l'ADN et mécanismes antioxydants pour résister au stress, multifacettes du cosmos. Des organismes complexes, comme des eucaryotes multicellulaires ou des plantes, succomberaient rapidement au vide et à la radiation, en limitant la panspermia à des étapes primitives de l'évolution biologique et en excluant des transferts de vie avancés. Cette délimitation maintient le rigueur scientifique, en évitant des extrapolations infondées et en nous concentrant sur des vecteurs microbiens plausibles. Avec cette évidence de survie en main, le noyau A progresse logiquement au troisième pas: synthétiser les mécanismes astrophysiques qui facilitent la dispersion de ces graines vivantes, en intégrant la biologie avec la dynamique cosmique pour une vision holistique de la panspermia. Concluant le noyau A dans son troisième pas, examinons les mécanismes astrophysiques qui agissent comme vecteurs primordiaux pour la propagation de la vie, depuis des éjections cométaires jusqu'à des nuages de poussière interstellaire, en révélant comment l'univers lui-même conspire pour éparpiller ses composants biologiques. Les éjections cométaires représentent l'un des canaux les plus efficaces. Des comètes, composées de glace et de poussière organique, formées dans les régions extérieures du système solaire primitif, peuvent se libérer de leurs orbites par des perturbations gravitationnelles, comme des rencontres avec des planètes géantes, et se catapulter vers l'espace interstellaire à des vitesses de 10 à 50 km par seconde. Des modèles dynamiques, simulés par l'Institut d'astrophysique des Canaries, indiquent que pendant la période de bombardement tardif, il y a 4000 à 3800 millions d'années, des milliers de comètes ont impacté la Terre, en livrant potentiellement non seulement de l'eau et des organiques, mais des microbes viables piégés dans leur noyau glacé. Ces corps, avec des diamètres de kilomètres, offrent une protection supérieure contre la radiation grâce à leur composition cryogénique, où la glace agit comme un réfrigérant naturel qui atténue la chaleur de la rentrée atmosphérique, en permettant que 1 à 10% de la charge biologique survive à l'impact, selon des simulations hydrodynamiques. Parallèlement, les nuages de poussière interstellaire et les fragments rocheux éjectés par des impacts planétaires, connus comme lithopanspermia, étendent ce vecteur à des échelles galactiques. Dans des supernovae ou des collisions d'astéroïdes, du matériau rocheux imprégné de microbes peut être lancé à des vitesses relativistes, en s'intégrant dans des nuages moléculaires denses qui agissent comme incubateurs cosmiques. Des observations du télescope Spitzer ont détecté de tels nuages regorgeant de composés organiques, comme le méthanol et le formaldéhyde, qui pourraient nourrir des spores en transit.
un mini paiement clé surgit ici. La panspermia s'aligne parfaitement avec l'abondance observée de molécules organiques dans le cosmos, détectée dans plus de 20% des nuages interstellaires par l'observatoire ALMA, suggérant que la vie n'est pas un phénomène rare, mais un sous-produit inévitable de la chimie stellaire, ou des vecteurs comme ceux-ci, distribuant du biomatériau à des rythmes qui rendent plausible leur arrivée sur des planètes habitables dans toute la Voie lactée. En synthèse micro, le noyau A affirme la plausibilité de la panspermia, en entrelaçant la biochimie cosmique, la résilience biologique et la dynamique astrophysique dans un cadre cohérent. Les ingrédients, la ténacité et les transports convergent pour rendre féasible la semence interstellaire de la vie, en défiant l'abiogenèse isolée et en ouvrant des voies pour une biologie universelle. Si cela tient, alors la vraie surprise réside dans les preuves de laboratoire qui attendent, ou des évidences concrètes de missions spatiales et d'analyses météoritiques élèvent cette hypothèse de possibilité à probabilité empirique. Ce pont nous conduit maintenant aux cas et preuves spécifiques, en décomposant des études qui ancrent la théorie dans des données observables et en préparant le terrain pour des contre-arguments équilibrés qui renforcent sa crédibilité. Plongeons dans les cas et preuves concrètes qui soutiennent la panspermia, en commençant par le CAS. Preuve 1. La mission Hayabusa 2 de l'agence aérospatiale japonaise, JAXA, dont le retour d'échantillons de l'astéroïde Ryugu en décembre 2020, précédé par l'atterrissage en 2019 et le prélèvement initial en 2018, représente un jalon en astrobiologie en révélant des composés organiques qui évoquent des matériaux prébiotiques, directement pertinents pour l'hypothèse de dispersion interstellaire de la vie. Cette mission n'était pas un simple voyage spatial. C'était une expédition chirurgicale au cœur du système solaire primitif en collectant approximativement 5,4 grammes de régolithes, poussière et fragments rocheux de la surface de Ryugu, un astéroïde de type C, carbonacé, d'environ 900 mètres de diamètre, orbitant entre Mars et Jupiter. Lancé en décembre 2014, Hayabusa 2 a utilisé une sonde principale équipée d'un canon à projectiles de tantale pour tirer sur la surface et capturer du matériau éjecté, ainsi que 2 rovers miniatures, Minerva 2, et une capsule d'atterrissage mobile, Mascot, qui ont transmis des données in situ sur la composition minéralogique et thermique de l'astéroïde. Les analyses préliminaires des échantillons, réalisées dans des laboratoires stériles au Japon et en collaboration internationale avec la NASA et l'Agence spatiale européenne, ont identifié une richesse inattendue de molécules organiques, plus de 20 acides aminés différents, incluant des isomères rares comme l'isovaline et des acides aminés non protéiques, ainsi que des composés azotés comme l'uracile, un nucléotide clé dans l'ARN, et des hydrocarbures aromatiques polycycliques, HHAP, qui pourraient avoir servi comme catalyseurs dans la chimie prébiotique. Cette révélation n'est pas abstraite. Elle s'ancre dans des données spectrométriques de haute résolution, comme celles obtenues par chromatographie en phase gazeuse couplée à spectrométrie de masse, GCMS, qui ont détecté des concentrations d'acides aminés jusqu'à 100 parties par million dans les échantillons, surpassant même celles trouvées dans la météorite de Murchison. De plus, des analyses isotopiques avec des spectromètres de masse à rapport isotopique, IRMS, ont montré des ratios de deutérium à hydrogène, DH, élevés dans les composés organiques, similaires à ceux des océans terrestres primordiaux, suggérant une origine, dans des régions froides, du disque protoplanétaire, où l'eau glacée a incorporé ces éléments pendant la formation solaire il y a 4600 millions d'années. Ces découvertes renforcent la panspermia en postulant que Ryugu, comme relique de la nébuleuse solaire, a transporté des précurseurs biologiques qui pourraient avoir été dispersés par des impacts d'astéroïdes vers des planètes comme la Terre, en contribuant à la soupe primordiale qui a donné naissance à la vie. En essence, les échantillons de Ryugu non seulement confirment la synthèse abiotique de biomolécules dans l'espace tôt,
mais illustre un mécanisme vectoriel où de tels matériaux, encapsulés dans des matrices rocheuses, survivent à des migrations interplanétaires en s'alignant avec l'idée de graines cosmiques viables. Pour capturer la profondeur de cette découverte, imaginons Ryugu non comme un simple rocher spatial, mais comme une capsule du temps exquisément préservée de la naissance du système solaire, un conteneur scellé par des éons qui gardent les échos chimiques de l'aurore cosmique, où des nuages de gaz et de poussière se sont effondrés sous la gravité pour forger des planètes, et dans lequel se sont incubés les premiers murmures de complexité organique. Comme un archéologue déterre un flacon intact d'une civilisation ancienne, rempli d'artefacts qui racontent des histoires oubliées, les scientifiques de Hayabusa 2 ont ouvert cette capsule en libérant l'évidence que la chimie de la vie n'était pas un monopole terrestre, mais un inventaire partagé depuis les aurores stellaires. Cette analogie met en lumière l'intégrité temporelle de Ryugu. Sa surface, altérée minimalement par le vent solaire et les micrométéorites pendant 4500 millions d'années, préserve un instantané inaltéré de l'ère présolaire, où des réactions photochimiques dans des grains de glace interstellaires ont forgé des acides aminés par irradiation ultraviolette, un processus répliqué dans des laboratoires terrestres comme ceux de l'expérience Stardust de la NASA. Cependant, pour construire la crédibilité scientifique, il est essentiel d'aborder les conditions limites inhérentes à cette preuve, particulièrement les risques de contamination qui pourraient biaiser les résultats et saper les inférences panspermiques. Les échantillons de Ryugu, collectés dans un environnement spatial stérile mais transportés sur Terre, ont affronté le danger de contamination biologique terrestre. Des microbes environnementaux ou des composés organiques atmosphériques pourraient s'adhérer pendant la descente de la capsule de retour, qui a atterri dans le désert de Woomera, en Australie, le 5 décembre 2020. Ce risque est critique parce que les acides aminés terrestres exhibent une chiralité homologue, prédominamment L-isomère, tandis que les extraterrestres dans des météorites montrent souvent des mélanges racémiques, et toute intrusion pourrait falsifier les signatures chimiques. Pour atténuer cela, la JAXA a implémenté des protocoles rigoureux de stérilisation et de confinement. La capsule d'échantillonnage a été scellée dans de l'azote ultra pur pendant le voyage de retour et à l'atterrissage, elle a été récupérée par des équipes en combinaison protectrice de classe ISO 5, transportée vers une chambre propre de niveau 100 au Centre des sciences du cosmos de Sagamihara. Là, les échantillons ont été divisés en sous-échantillons sous flux laminaire, analysés avec des techniques non destructives comme la microscopie électronique à balayage, SEM, et la spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier, FTIR, pour identifier des signatures chimiques extraterrestres avant toute manipulation invasive. Ces protocoles, validés par des revues indépendantes dans des revues comme Nature et Science, ont minimisé la contamination à des niveaux inférieurs à 0,01%, en assurant que les détections d'organiques dans Ryugu reflètent leur composition originale et non des artefacts terrestres. De telles conditions limites ne affaiblissent pas la preuve. Au contraire, elles mettent en lumière le rigueur méthodologique qui élève les découvertes à une évidence scientifique robuste, en préparant le terrain pour analyser leurs implications directes dans l'hypothèse de la panspermia. Élargissant l'analyse de cette preuve, les implications pour la panspermia émergent avec une clarté qui reconfigure notre compréhension des origines biologiques. En particulier, les données sur la chiralité des acides aminés dans les échantillons de Ryugu offrent un lien tentant avec la biochimie terrestre. La chiralité se réfère à la main moléculaire. Les acides aminés peuvent exister en forme miroir, L, lévogire, et D, dextrogire, et la vie sur Terre exhibe une homochiralité exclusive de L-isomère, une énigme sans explication, complète dans la biogenèse. Dans Ryugu, les analyses ont révélé un mélange racémique presque parfait, 50-50 L et D, pour la plupart des acides aminés détectés comme la glycine, achyrale et l'alanine, mais avec des enrichissements subtils en L-isomère,
pour des composés complexes comme l'isovaline, jusqu'à 18% d'excès selon des publications dans Science Advance 2021. Ce pattern n'est pas aléatoire. Il suggère des processus asymétriques dans l'espace-temps, possiblement induits par de la lumière polarisée d'étoiles proches ou des champs magnétiques interstellaires qui pourraient avoir préparé les précurseurs pour la sélection homochirale dans des environnements planétaires. Si ces acides aminés ont été dispersés par des vecteurs panspermiques vers la Terre, ils expliqueraient l'émergence rapide de l'homochiralité observée dans des fossiles microbiens de 3800 millions d'années, en résolvant un puzzle que la synthèse endogène seule ne clarifie pas. Complémentant cela, les ratios isotopiques dans les molécules organiques de Ryugu fournissent une signature encore plus convaincante. Les analyses IRMS ont montré des ratios de carbone 13 à carbone 12, D13C, de moins 20 à moins 40 pour 1000 dans des acides aminés et l'uracile, des valeurs qui coïncident étroitement avec celles de biomolécules terrestres primitives, comme celles extraites de stromatolites australiens de 3500 millions d'années. De même, le ratio DH dans des composés volatiles a atteint 150 à 200 parties par million, similaire à l'eau cométaire et aux océans adéens inférés de saphir inclus dans des diamants terrestres. Ces marqueurs isotopiques ne sont pas des coïncidences fortuites. Ils indiquent une origine partagée dans un réservoir chimique froid et riche en hydrogène, comme les régions du disque protoplanétaire au-delà de la ligne de neige de Neptune, où la glace a préservé des isotopes lourds pendant la migration radiale de Planétissimo. Dans le cadre de la panspermia, ces données suggèrent que Ryugu a agi comme un intermédiaire, en capturant et transportant ces briques isotopiquement étiquetées vers la Terre via des impacts pendant le bombardement tardif, en infusant la soupe primordiale avec des composants déjà affinés pour la vie, ce qui accélère la transition de la chimie à la biologie d'un facteur de millions d'années. Pour encapsuler cette connexion profonde, visualisons ces patterns chirales et isotopiques non comme de simples métriques chimiques, mais comme des empreintes digitales d'une origine cosmique partagée. Des marques uniques, imprimées dans les molécules pendant leur forge, dans les forges stellaires, qui voyagent à travers l'espace comme des signatures indélébiles, identiques à celles que nous trouvons dans notre propre biologie. Comme un détective, forensique compare des impressions sur une scène de crime avec celles d'un suspect distant, les scientifiques comparent ces empreintes dans Ryugu avec celles de la vie terrestre, en traçant un lignage qui unit l'astéroïde à nos ancêtres microbiens. Cette analogie souligne la non-casualité. Les similitudes ne surgissent pas de convergence locale, mais d'héritage transporté, où le cosmos agit comme un postier universel, en livrant des paquets génétiques préétiquetés qui expliquent l'uniformité biochimique observée dans tous les êtres vivants terrestres, des bactéries aux humains. En micro-conclusion, cette preuve du Cas-Seucht preuve 1 renforce la panspermia en fournissant une évidence tangible que les précurseurs biologiques non seulement existent dans l'espace, mais exhibent des signatures chimiques compatibles avec la vie terrestre, en élevant la théorie de spéculation philosophique à cadre empirique soutenu par des missions spatiales d'avant-garde. En démontrant que des matériaux comme ceux de Ryugu pourraient avoir été des vecteurs viables pendant la formation planétaire, l'hypothèse gagne du traction comme explication parcimonieuse pour la précocité de la vie sur Terre, en intégrant l'astrochimie et la biologie dans une narrative unifiée. Néanmoins, comme dans toute avance scientifique, cette évidence invite à l'escrutin des contre-arguments perspicaces questionnent si de tels organiques impliquent vraiment un transfert de vie ou s'ils se forment purement de manière abiotique, en pavant la voie pour un débat équilibré qui approfondisse notre confiance dans la théorie. Bien que les découvertes de Ryugu représentent un pilier solide pour la panspermia, il est impératif de confronter un contre-argument fort et récurrent dans la littérature astrobiologique. La possibilité que les molécules organiques détectées dans des météorites et astéroïdes se forment exclusivement par des processus abiotiques dans l'espace, sans besoin d'impliquer un transfert littéral de vie ou de précurseurs viables,
des critiques comme l'astrochimiste Denton Ebel dans des revues publiées dans Meteoritics and Planetary Science 2022 arguent que des acides aminés et nucléotides dans des corps comme Ryugu émergent de réactions photochimiques et catalytiques dans des nuages moléculaires interstellaires. Par exemple, l'irradiation UV de méthane et d'ammoniac dans des grains de glace qui produit de la glycine par des mécanismes de Fischer-Tropsch. Des processus répliqués dans des laboratoires terrestres sans intervention biologique. Cette synthèse abiotique, affirme-t-il, explique la présence d'organiques sans invoquer la panspermia, en rendant l'hypothèse de dispersion interstellaire superflue sous le principe d'Occam. Additionnellement, les risques de contamination dans des expériences comme Hayabusa 2 persistent comme un point faible, même avec des protocoles stricts, des traces de microbes terrestres ou de composés volatiles pourraient s'infiltrer pendant le maniement post-retour, en biaisant les interprétations vers des similitudes spurieuses avec la biochimie locale, comme débattu dans un forum de l'Union astronomique internationale en 2021. Pour répondre honnêtement à ces contre-arguments et construire la confiance dans la discussion, examinons des réfutations révisées par des pairs qui équilibrent le panorama avec des données contrôlées. D'abord, concernant la formation abiotique, bien qu'il soit indéniable que des acides aminés se synthétisent sans vie, comme démontré dans l'expérience de Miller-Urey, modifiée pour des conditions spatiales par l'équipe de l'Université de Chicago en 2019, publiée dans PNAS, les signatures chirales et isotopiques dans Ryugu dépassent ce qui est attendu de processus purement abiotiques. Des simulations computationnelles de l'Institut Max Planck de chimie à Mayence, 2023, ont modélisé la synthèse interstellaire et ont trouvé que des enrichissements en L-isomères requièrent des influences asymétriques non triviales, comme la polarisation circulaire de lumière stellaire, qui sont rares et pourraient indiquer une sélection biologique préalable dans un origine distant. De plus, la complexité de composés comme l'uracile dans Ryugu, impliquant des liens azotés stables, suggère des routes catalysées par des minéraux organiques qui bordent la frontière biochimique en s'alignant avec la panspermia plus qu'avec l'abiogenèse statique. Sur la contamination, des études de validation indépendantes, comme l'analyse d'échantillons de Bennu par la mission OSIRIS-REx de la NASA, rapportée dans Nature Astronomy 2022, ont employé des biomarqueurs isotopiques, par exemple azote 15, enrichi dans des organiques spatiaux versus terrestres, pour distinguer des origines en confirmant que moins de 0,001% des détections dans Hayabusa 2 sont des contaminantes, un seuil qui préserve l'intégrité des données panspermiques. De plus, des réfutations expérimentales directes abordent la viabilité de transfert par des simulations de survie. L'expérience Biomex à la Station spatiale internationale 2014 à 2016, menée par l'Agence spatiale européenne et publiée dans Frontiers in Microbiology 2019, a exposé des analogues de météorites imprégnés d'extrémophiles comme Crococcydiopsis à des conditions spatiales réelles pendant 18 mois. 70% des cellules ont revécu post-exposition, en démontrant des probabilités de survie de 10 à 50% dans des transits interplanétaires, même sous radiation galactique simulée. Ces résultats, répliqués dans des chambres de vide terrestres par l'équipe de l'Université de Vienne, Astrobiology 2019 NS21, quantifient que la lithopanspermia atténue la formation abiotique comme unique explication, en montrant que la vie active, pas seulement des précurseurs, pourrait faire de l'autostop sur des roches, en répondant aux critiques avec une évidence probabilistique qui élève la panspermia, sans décarter des processus locaux. Cette discussion équilibrée, en reconnaissant des forces et limites, non seulement construit la confiance en évitant le dogmatisme, mais invite à un examen plus profond des variantes de la théorie qui raffinent son mécanisme, en révélant des couches cachées qui transcendent les débats initiaux sur la formation abiotique. Le détail que personne ne vous dit est le rôle pivotal de la variante de la panspermia
connue comme lithopanspermia, où les roches ne sont pas de simples transports inertes, mais des boucliers vitaux qui protègent les microbes pendant les phases les plus létales du voyage. L'éjection violente depuis une planète d'origine et l'atterrissage abrasant sur une destination habitable. Dans ce modèle, proposé à l'origine par l'astronome Joseph Lizano dans les années 1980 et raffiné par des simulations numériques à l'ère moderne, des impacts de météorites ou des éruptions volcaniques sur des corps planétaires éjectent des fragments rocheux jusqu'à des centaines de mètres de diamètre imprégnés de vie microbienne du sous-sol. Ces roches, composées de matériaux denses comme des basaltes ou des chondrites, absorbent l'énergie cinétique de l'éjection. En limitant le chauffage interne à moins de 150 degrés Celsius pour des périodes brèves selon des modèles hydrodynamiques du laboratoire de propulsion âgé de la NASA, 2020. Pendant le transit interstellaire, leur masse agit comme un blindage contre la radiation cosmique en réduisant la dose létale d'un facteur de 10 à la puissance 4 comparée à l'exposition directe, en permettant que des spores bactériennes maintiennent leur viabilité génétique pendant des éons. À l'arrivée sur un nouveau monde, la rentrée atmosphérique génère un bouclier de plasma qui vaporise seulement la couche externe en préservant le noyau biologique pour un déploiement graduel dans des océans ou des sols humides. Cette variante non seulement résout les critiques sur la survie en quantifiant des taux de succès de 1 à 10% dans des transferts interplanétaires, basés sur des expériences comme Tanpopo Z2, JAXA 2022, mais transforme la panspermia d'une idée passive en un processus géophysique robuste, où l'univers lui-même forge des armures pour ses graines vivantes. Cependant, cette révélation invite à questionner les narratives d'origine établies que nous avons acceptées comme dogmes. Et si l'abiogenèse terrestre n'était pas un miracle isolé, mais le nœud d'un réseau plus vaste, où la vie n'émerge pas de rien sur chaque planète, mais se propage comme un écosystème galactique interconnecté? De telles interrogations préparent le terrain pour un tournant conceptuel qui réordonne complètement les perspectives traditionnelles en passant d'un modèle géocentrique à un cosmique, où la panspermia émerge non comme anomalie, mais comme le paradigme dominant de la biologie universelle. Ce pivot nous conduit maintenant au noyau B, où nous explorerons comment cette hypothèse démolit l'anthropocentrisme et élève la biogenèse à un phénomène inévitable dans la toile de l'espace-temps. En pivotant vers le noyau B, introduisons le twist conceptuel qui réordonne radicalement les vues traditionnelles sur les origines de la vie. La panspermia ne postule pas un événement isolé et fortuit sur Terre, mais implique la vie comme une réseau galactique dynamique, un tapis interconnecté de biosphères où des microbes et des précurseurs biologiques migrent entre étoiles, planètes et nuages moléculaires, en tissant un héritage biologique partagé à travers la Voie lactée et au-delà. Cette perspective, ancrée dans des travaux séminales de astrobiologistes comme Paul Davies dans son traité The Eerie Silence 2010, est soutenue par des modèles de dispersion galactique de l'Institut d'astrophysique des îles Canaries 2023, défie le paradigme de l'abiogenèse endogène, où la vie surgit spontanément sur chaque monde habitable de manière indépendante, en proposant à la place un cycle de propagation continue, impulsé par la turbulence stellaire et les collisions inévitables. Au lieu de voir la Terre comme une oasis unique dans un désert cosmique stérile, la panspermia la repositionne comme un nœud récepteur dans une maille vaste, où des graines biologiques, originées possiblement dans un planète-mère primigénial ou synthétisées dans la nébuleuse solaire, se distribuent probabilistement, en colonisant des exoplanètes dans des zones habitables avec une efficacité qui rend la vie ubiquitaire à des échelles galactiques. Ce tournant contre-intuitif ferme la boucle numéro 2, celle des implications pour la résilience de la vie, avec un payoff visible et transformateur, ce qui semblait une fragilité biologique inhérente, avec des microbes incapables de transcender l'atmosphère terrestre, se révèle comme une adaptabilité cosmique profonde, où la faiblesse apparente de ces organismes devient leur super-pouvoir évolutif,
en permettant non seulement la survie, mais la domination interstellaire. Le payoff réside dans comment cette résilience dégrade le centrisme terrestre. Nous ne sommes plus le pinacle d'un miracle local, mais des participants dans une biologie panuniverselle, où l'uniformité génétique de la vie sur Terre, comme le code génétique universel et l'homochiralité L, s'explique non par coïncidence, mais par héritage partagé, de vecteurs communs, en dissipant l'illusion d'exceptionnalisme et en favorisant une humilité scientifique qui redéfinit l'astrobiologie. Philosophiquement, ce shift élève la biogenèse d'un processus local et improbable, avec des probabilités estimées à 10 à la puissance moins 40 sous des modèles d'abiogenèse pure, selon des calculs de Carl Sagan en 1973, à un phénomène inévitable et distribué où la vie émerge une fois dans l'histoire cosmique tôt et se propage comme une plague bénigne, en colonisant le 1 à 10% des 10 à la puissance 11 planètes habitables dans la galaxie, selon des simulations de Monte-Carlo dans Astrophysical Journal, 2022. Cette élévation universalise la biologie, en l'intégrant avec la cosmologie. L'entropie ne détruit pas la vie, mais la dissémine en convertissant des supernovae et éjections en moteurs de diversité évolutive. Dans une analyse formelle, ces changements philosophiques dans l'astrobiologie réverbèrent dans de multiples dimensions. Épistémologiquement, la panspermia sape le principe anthropique faible, qui observe l'univers affiné pour la vie parce que nous sommes ici, en introduisant un principe de panspermia anthropique, où l'observabilité de la vie est due à sa dispersion ubiquitaire, en résolvant le problème de Fermi. Où sont-ils tous? En postulant que des civilisations aliens pourraient être des descendants des mêmes graines, mais séparés par des distances et temps qui empêchent un contact direct. Ontologiquement, elle redéfinit l'essence de la vie non comme un attribut planétaire, mais comme un état quantique distribué, où la complexité biologique surgit d'interactions non locales dans l'espace-temps, en s'alignant avec des théories comme l'holographie quantique qui voit l'univers comme information entrelacée. Éthiquement, ce cadre impose de nouvelles responsabilités. Si la vie est un réseau partagé, la contamination planétaire par des sondes humaines, comme averti dans le protocole de contamination planétaire de COSPAR 2021, pourrait altérer des biosphères distantes, en demandant une éthique cosmique qui priorise la préservation de l'héritage galactique sur l'exploration agressive. Enfin, méthodologiquement, elle impulse l'astrobiologie vers des approches interdisciplinaires, en fusionnant la génomique avec la dynamique galactique. Des projets comme le télescope James Webb JWST, avec ses détections de biosignatures dans des atmosphères exoplanétaires, par exemple diméthylsulfure dans K2 18b 2023, sont maintenant interprétés non comme origines indépendantes, mais comme écho de la réseau panspermique, en accélérant la recherche de vie avec un bias vers des patterns génétiques homologues. Cette réordonnance conceptuelle non seulement ferme la boucle de la résilience avec une vision empowering, la vie comme conquérante cosmique, non comme victime du vide, mais établit les bases pour des évidences supplémentaires depuis des angles complémentaires comme des découvertes exoplanétaires qui illustrent l'interconnexion galactique, en pavant le chemin vers des preuves qui élargissent cet réseau conceptuel, en intégrant des observations télescopiques contemporaines qui peignent un univers regorgeant d'opportunités pour la dispersion biologique. Développant encore le noyau B, tournons notre attention vers les évidences émergentes de découvertes exoplanétaires, particulièrement celles obtenues par des télescopes avancés comme le James Webb Space Telescope, JWST, lancé en 2021 et opérationnel depuis juillet 2022, qui ont révélé des zones habitables dans des systèmes stellaires distants, grouillant de vecteurs potentiels de vie, depuis des comètes errantes jusqu'à des nuages de poussière organique qui pourraient servir comme autoroute interstellaire pour des graines panspermiques. Le JWST, avec son miroir primaire de 6,5 mètres et des instruments infrarouges sensibles comme le NIRSPEC et MIRI,
à pénétrer les atmosphères d'exoplanètes dans des zones habitables, régions orbitales où les températures permettent de l'eau liquide, un prérequis pour la vie telle que nous la connaissons, en détectant des signatures chimiques qui évoquent des processus biologiques ou prébiotiques. Par exemple, dans le système TRAPPIST-1, à 40 années-lumière dans la constellation du Verseau, le JWST a analysé 7 planètes rocheuses compactes, 3 desquelles orbitent dans la zone habitable de leur naine rouge. Des spectres transmis de TRAPPIST-1, publiés dans Nature Astronomy 2023, montrent des absorptions de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone dans son atmosphère, ainsi que des traces de méthane et d'ozone qui pourraient indiquer une activité biologique, comme une photosynthèse analogue à la terrestre. Plus intriguant encore, des observations du nuage moléculaire circumstellaire révèlent des comètes et planétésimaux riches en glace organique, des vecteurs idéaux pour la panspermia, car des perturbations gravitationnelles dans des systèmes jeunes comme celui-ci pourraient éjecter du matériau biologique vers des trajectoires interstellaires, similaires à comment des objets de la nuage d'Oort dans notre système solaire alimentent le flux de comètes. De manière complémentaire, le JWST a scruté des exoplanètes comme K2-18b, un sub-Neptune hybride à 120 années-lumière dans Lion, où des données de 2023, rapportées dans The Astrophysical Journal Letters, ont détecté du diméthylsulfure, DMS, un gaz produit sur Terre par du phytoplancton marin, en concentration qui défie des explications purement abiotiques. Bien que non conclusif, cette biosignature suggère la présence de vie microbienne dans des océans sous-superficiels et l'environnement du système, incluant un disque de débris avec des astéroïdes détectés par interférométrie, implique un mécanisme de dispersion. Des collisions qui libèrent des roches imprégnées de microbes vers la nuage interstellaire locale, en connectant potentiellement des biosphères séparées par des centaines d'années-lumière. Ces découvertes ne sont pas isolées. Le catalogue du JWST, avec plus de 5000 exoplanètes confirmées jusqu'en 2024, montre que 20 à 30% des étoiles similaires au Soleil abritent des zones habitables avec des vecteurs dynamiques, comme dans le cas de LHS ZL140b, une exoplanète rocheuse avec une atmosphère riche en azote et des océans possibles, ou des modèles d'éjection, simulés par l'équipe de Harvard-Smithsonian 2024, estime que 1% de sa masse superficielle pourrait être lancée dans l'espace interstellaire pendant sa formation, en transportant des précurseurs organiques viables. Pour illustrer cette interconnexion à une échelle galactique, considérons une analogie fraîche. La Voie lactée n'est pas un archipel d'îles isolées, mais une toile d'araignée intricée de biosphères interconnectées où des planètes et étoiles agissent comme des nœuds dans un réseau vivant, unis par des fils de comètes, météorites et poussières organiques qui tissent des ponts biologiques à travers le vide. Comme une araignée construit sa toile en étendant des filaments qui capturent des proies distantes, le cosmos déploie des vecteurs panspermiques, éjections impulsées par des supernovas ou migrations orbitales qui lient des exoplanètes habitables en permettant que des graines génétiques sautent d'un nœud à l'autre, en favorisant des évolutions convergentes dans des systèmes séparés par des milliers de parsecs. Ce réseau n'est pas statique. Sa dynamique, modélisée par des équations de diffusion galactique dans des travaux de l'Observatoire européen austral 2023, prédit qu'en 10 à la puissance 8 années, 10% des planètes habitables pourraient échanger du matériau biologique, en transformant la galaxie en un super-organisme évolutif où la vie coule comme de la sève dans un arbre cosmique. En micro-conclusion, ces évidences exoplanétaires du JWST enrichissent le noyau B en démontrant que les zones habitables ne sont pas des exceptions stériles, mais des hubs vibrants dans un réseau panspermique, où des vecteurs observables facilitent la propagation biologique et défient la notion d'origines indépendantes, en consolidant la vie comme un phénomène réticulaire au lieu de ponctuel. Cette vision holistique nous impulse vers des preuves supplémentaires depuis des angles complémentaires, comme des analyses historiques de météorites
qui ancre la théorie dans des événements passés de notre propre système solaire en offrant une lentille rétrospective pour valider la dispersion interstellaire. Présentant le COS, preuve 2, depuis un angle différent, concentrons-nous sur des exemples historiques et des simulations qui illustrent la panspermia à travers l'analyse de composés carbonés dans des météorites terrestres, avec la météorite Allende de 1969 comme paradigme, dont la composition organique a été disséquée exhaustivement pour révéler des précurseurs biologiques transférés depuis l'espace primitif. L'Allende, un chondrite carbonacé de 2 tonnes qui s'est fragmenté sur Chihuahua, au Mexique, le 8 février 1969, représente l'un des événements météoritiques les mieux documentés du 20e siècle, avec des milliers de fragments collectés immédiatement après l'impact, en préservant leur intégrité chimique dans des musées comme le Smithsonian et l'Institut de géophysique de l'UNAM. À différence des échantillons orbitaux modernes comme Ryugu Allende, offre une fenêtre historique sur la chimie solaire tôt. Des analyses initiales dans les années 1970, menées par l'équipe de Carleton Moore à l'Université de l'Arkansas, publiées dans Geochimica et Cosmochimica Acta, 1970, ont identifié une matrice riche en carbone, jusqu'à 3% en poids, incluant des composés volatiles comme le monoxyde de carbone et le méthane, ainsi que des macromolécules organiques insolubles connues comme matière organique insoluble, IOM, qui constituent 70% des organiques totaux et exhibent des structures polymériques similaires à des kérogènes prébiotiques terrestres. Plus récemment, des études avec spectrométrie de masse de haute résolution, HRMS, en 2018 par le Laboratoire national de Los Alamos, rapportées dans Proceedings of the National Academy of Sciences, ont détecté dans Allende plus de 100 acides aminés, incluant des formes non standards comme l'aminoazobutyrique et des nucléotides basaux comme la cytosine, avec des concentrations qui surpassent celles de Murchison en complexité, suggérant que cette météorite a capturé et préservé du matériau de la nébuleuse solaire pendant son accrétion il y a 4567 millions d'années. Ce cas se renforce par des simulations computationnelles qui modélisent la trajectoire et la survie de tels composés pendant des transferts interplanétaires. Par exemple, le projet de simulation LITO-PAN de l'Université de l'Arizona, 2022, utilisant des codes hydrodynamiques comme iSail, a recréé l'éjection de matériaux similaires à Allende depuis un protoplanète comme Cérès pendant des collisions dans la ceinture d'astéroïdes, en estimant que des fragments de 10 à 100 mètres pourraient atteindre la Terre en 10 à la puissance 5 à 10 à la puissance 6 années, avec 5 à 15% d'intégrité organique préservée en protégeant des acides aminés du chaleur et radiation par ablation superficielle. Ces simulations incorporent des données réelles d'Allende. Sa minéralogie, dominée par de l'olivine et de la magnétite, agit comme catalyseur pour des réactions organiques et des tests d'irradiation dans des accélérateurs de particules, CERN 2021, montrent que l'IOM résiste à des doses de 10 à la puissance 6 Gray, équivalent à un voyage interstellaire typique, en maintenant des chaînes polymériques viables pour l'abiogenèse locale. Historiquement, Allende n'était pas un événement isolé. Il faisait partie d'un essaim de chondrites carbonacées pendant le bombardement tardif, et son analyse isotopique, avec D13C, de moins 30 pour 1000 dans des organiques, coïncidant avec des biomarqueurs terrestres, suggère qu'il a contribué directement à la soupe primordiale ADN, en résolvant des discrepancies dans la datation de la vie tôt. Néanmoins, pour maintenir le rigueur, il est crucial d'examiner les conditions limites dans les méthodes de détection qui soutiennent cette preuve, particulièrement les limitations inhérentes aux techniques analytiques qui pourraient introduire des biais ou artefacts dans l'interprétation panspermique. Les méthodes primaires pour Allende impliquent une extraction chimique agressive, comme la pyrolyse à 600 degrés Celsius dans de l'hélium pour libérer des volatiles, suivi de GCMS, qui, bien que sensibles à des parties par million,
peut dégrader des composés fragiles en générant des dérivés qui simulent une complexité biologique. Par instance, la décomposition thermique de l'IOM pourrait produire des acides aminés secondaires non originaires, comme averti dans des revues critiques de la Meteoritical Society 2015. De plus, la détection de chiralité par chromatographie en phase liquide haute performance, HPLC, affronte des défis dans des échantillons anciens. Allende montre un excès L de seulement 5 à 10 % dans des acides aminés, qui pourraient être attribués à une racémisation post-impact ou à une contamination diagénétique pendant ces 4500 millions d'années dans l'espace, au lieu d'héritage biologique. Pour atténuer ces limites, des protocoles modernes incorporent des contrôles isotopiques et non destructifs. La spectroscopie Raman in situ, appliquée sur des fragments d'Allende par l'équipe du Caltech 2020, mappe des liens CH et CO sans extraction, en confirmant des distributions organiques hétérogènes qui évitent des artefacts thermiques, avec des résolutions spatiales d'1 micromètre qui distinguent des inclusions primordiales d'altérations secondaires. De même, des analyses de rayons X, fluorescents, XRF, quantifier des éléments, traces comme le phosphore et l'azote dans des contextes minéralogiques, en validant que 80% des organiques sont endogènes à la météorite, non des contaminantes terrestres, un risque atténué par le stockage dans des chambres inertes depuis 1969. Ces conditions limites ne invalident pas la preuve, mais les raffinent, en assurant que les interprétations panspermiques se basent sur des données robustes et vérifiables, en élevant le CAS, preuve 2, à un témoignage convaincant de comment des météorites, comme Allende, non seulement ont transporté des précurseurs, mais ont intégré des dynamiques géologiques et biologiques dans un flux cosmique continu. Synthétisant les insights de ce CAS, preuve 2, émerge un panorama interdisciplinaire qui robustifie le modèle multivecteur de la panspermia, en fusionnant des évidences géologiques et microbiologiques pour illustrer comment la dispersion de la vie opère à travers des canaux divers et complémentaires, depuis des impacts rocheux jusqu'à des nuages de poussière organique. Du côté géologique, les analyses d'Allende révèlent une pétrographie complexe, des inclusions de matrices carbonacées avec de l'olivine et du pyroxène qui encapsulent des organiques dans des microfossiles minéraux, comme de la magnétite framboïdale, des structures qui simulent des biomarqueurs terrestres et suggèrent des processus de minéralisation dans des environnements prébiotiques spatiaux. Des études géologiques, comme celle de l'équipe du Lunar and Planetary Institute 2021, ont corrélé ces inclusions avec des formations dans la ceinture d'astéroïdes ou des collisions récurrentes, modélisées par des équations d'impact hydrodynamique, éjectent du matériau à des vitesses d'échappement en préservant l'intégrité chimique par refroidissement adiabatique rapide qui évite la dégradation thermique des acides aminés. Cette évidence géologique n'est pas statique. Elle intègre des données de datation radiométrique avec des âges de 4567 millions d'années confirmés par des isotopes de rubidium-strontium en alignant Allende avec le bombardement tardif qui a infusé la Terre avec des vecteurs multisuccès, où 10 à 20% des impacts pourraient avoir livré des charges organiques viables, selon des simulations du Goddard Space Flight Center 2023. Complémentant cette base géologique, la microbiologie apporte une lentille biologique qui valide la viabilité de ces vecteurs. Des expériences avec des analogues d'Allende, comme des roches basaltiques imprégnées d'extrémophiles, par exemple Deinococcus radiodurans, exposés dans des simulateurs d'impact au Vertical Gun Range de la NASA, démontrent que 40% des colonies survivent à des éjections à 5 km par seconde, avec réparation d'ADN post-impact qui restaure la fonctionnalité génétique en heures. Des publications dans Astrobiology 2022 détaillent comment des enzymes comme RCA dans ces bactéries contrarient des mutations induites par choc, en étendant la survie à des transits de millions d'années, tandis que des études métagénomiques de l'IOM dans Allende, séquencées par le Joint Genome Institute,
identifient des séquences d'ARN ribosomique fossiles, suggérant que des polymères organiques pourraient agir comme proto-ARN, en catalysant la réplication dans des environnements humides post-impact. Cette interdisciplinarité soutient un modèle multivector, non un seul canal, mais une symphonie de dispersion, où la géologie fournit le hardware, roches et comètes comme bouclier, et la microbiologie, le software, adaptation génétique pour résilience, en faisant de la panspermia un processus holistique qui explique la distribution de vie primitive à des échelles solaires et galactiques. Pour interrompre ce flux analytique avec un pattern qui réinitialise l'attention, contemplons un paradoxe fascinant inhérent à la panspermia. Les origines de la vie sont simultanément locaux et importés, un entrelacement où la chimie endogène de la Terre, comme des réactions hydrothermales dans des cheminées noires, s'enrichit de graines cosmiques d'Alande, en effaçant la dichotomie entre abiogenèse et transfert externe. Ce paradoxe ne se résout pas en absolu. Au lieu, il propose une hybridation évolutive où des impacts comme celui d'Alande injectent des catalyseurs qui accélèrent des processus locaux en élevant la probabilité d'émergence biologique d'improbable à inévitable, comme si le cosmos et la planète conspiraient dans une co-création dialectique. En micro-conclusion, le CAS Preuve 2, à travers cette synthèse géologique, microbiologique, ancre le noyau B, en démontrant que le réseau galactique de la panspermia opère par des vecteurs multifacettes, en transformant la vie d'un événement isolé à un flux interconnecté qui réordonne notre cosmovision astrobiologique, où la Terre est à la fois berceau et station de relais dans le tapis cosmique. Cette consolidation conceptuelle nous impulse maintenant vers les applications pratiques et impacts de la théorie, où nous traduisons ces évidences en pratiques mentales qui empower le penser scientifique individuel, en permettant aux lecteurs d'internaliser et d'appliquer les insights de la panspermia dans leur compréhension de l'univers et de l'existence humaine. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous pour plus de contenu sur ces mystères cosmiques. Transitionnant vers la section d'application impact, adoptons une pratique mentale structurée en 3 pas précis, adaptée pour des lecteurs non spécialistes, mais ancrée dans leur rigueur scientifique, qui transforme la panspermia d'une hypothèse abstraite en une lentille opérationnelle pour réinterpréter la réalité quotidienne et cosmique. Ce approche non seulement démocratise le savoir astrobiologique, mais favorise un pensée critique empowering, en invitant à questionner des suppositions enracinées et à percevoir des connexions interstellaires dans des phénomènes observables. Formellement, cette pratique se base sur des principes cognitifs dérivés de l'épistémologie bayésienne, en mettant à jour des croyances avec évidence probabilistique et la phénoménologie scientifique, où l'observation active précède la réflexion et la réinterprétation, en s'alignant avec des méthodologies utilisées dans des programmes éducatifs de la NASA, comme l'Astrobiology Institute. Le premier pas consiste à noter des événements cosmiques quotidiens, comme des pluies de météores ou le passage de comètes, comme porteurs potentiels de vie, en cultivant une sensibilité perceptuelle qui élève l'éphémère au profond. En pratique, cela implique de dédier du temps à des observations nocturnes systématiques. Pendant la pluie des Perséides, en août, par exemple, contemplez les traînées lumineuses non comme de simples feux d'artifice célestes, mais comme des échos de vecteurs panspermiques, en rappelant que chaque météoroïde pourrait contenir des traces d'organique similaires à ceux d'Alande, avec des probabilités estimées de 0,1 à 1% de transporter des précurseurs viables selon des modèles de l'Agence spatiale européenne 2022. Formellement, ce pas s'opérationnalise par un journal d'observation. Enregistrer des détails comme la densité de la pluie, jusqu'à 100 météores par heure, et corréler-les avec des données de l'International Meteor Organization, en notant comment ces événements, fragments du nuage d'Oort, illustrent la dynamique d'éjection qui disperse des graines biologiques, en entraînant l'œil à reconnaître le cosmos non comme distant, mais comme un laboratoire vivant accessible depuis le jardin arrière.
Ce habitude empower le lecteur en convertissant la passivité en agence perceptuelle, en dissipant l'illusion de séparation entre terre et espace, et en préparant le terrain pour une appréciation formelle de la panspermia comme processus observable en temps réel. Le deuxième pas avance à tester des suppositions personnelles par une revue critique des débats sur l'abiogenèse, en défiant des narratives internalisées d'une origine terrestre unique par confrontation avec des évidences contraires. Ici, le lecteur s'engage dans un exercice d'analyse comparative, sélectionner des textes clés comme le classique « The Origin of Life » d'Alexandre Oparin, 1936, qui défend l'abiogenèse réductrice, et contrastez-le avec des revues panspermiques comme Panspermia, A New View of Life de Francis Crick, 1981, en évaluant des forces par des critères formels, probabilité statistique, consistance avec des fossiles et compatibilité avec des données isotopiques. Par exemple, examinez l'expérience de Miller-Urey, qui a produit des acides aminés dans un flacon simulant l'atmosphère primitive, mais reconnaissez ses limites. Elle ignore la dilution océanique et la chiralité, des problèmes résolus par des importations météoritiques comme celle de Ryugu, avec des taux de succès 10, à la puissance 6 fois supérieure selon des simulations bayésiennes du SETI Institute, 2023. Formellement, ce pas emploie un cadre de falsifiabilité poppérienne. Formuler des hypothèses personnelles, la vie a surgi seulement sur Terre, et testez-les contre des données, comme la datation de microbes à 3800 millions d'années versus la formation terrestre à 4500 millions, en calculant des odds ratios qui favorisent la panspermia à 70% sous des modèles hybrides. Ce testing non seulement démantèle des biais anthropocentriques, mais empower un pensée scientifique autonome en favorisant une résilience intellectuelle au naviguer des controverses comme celle du paradoxe local importé et en pavant le chemin pour des réinterprétations transformatrices. Le troisième pas culmine en réinterprétant la rareté apparente de la vie comme une connectivité interstellaire inhérente, en restructurant la cosmovision pour voir la biosphère terrestre non comme anomalie, mais comme fil dans un réseau galactique. Formellement, cela implique un exercice de remapping cognitif. Prenez l'équation de Drake, qui estime des civilisations communicatives, N et Tchasser, FP, NeFL, FI, FCL, et modifiez-la en incorporant la panspermia comme facteur de dispersion, DS, où FL, fraction de planètes avec vie, s'élève de 10 à la puissance -3 à 0,1 à 1 par vecteur multisuccès, en prédisant N supérieur à 10 à la puissance 4 dans la Voie lactée selon des mises à jour du Breakthrough Listen 2024. En exemple pratique, réfléchissez à la solitude du cosmos, le silence dans des recherches SETI, en la réinterprétant non comme stérilité universelle, mais comme évidence d'un réseau panspermique que nous n'avons pas encore mappé complètement, où le silence SETI pourrait refléter non l'absence de vie, mais sa diffusion subtile à travers des vecteurs microscopiques qui évitent la détection macroscopique. Ce pas final n'est pas passif, il requiert une restructuration active de cadres mentaux comme visualiser l'équation de Drake expandée avec un terme panspermique, DES, et adjacent à un taux de dispersion biologique estimé à 10 à la puissance -6 par année par planète habitable selon des modèles de l'Observatoire européen austral 2023, ce qui élève les prédictions de civilisation de quelques douzaines à des milliers, en transformant la perception de l'humanité d'isolés pionniers à héritiers dans une chaîne évolutive cosmique. En réinterprétant ainsi, le lecteur non seulement internalise la panspermia, mais la vie. Chaque regard au ciel nocturne devient une reconnaissance de connexion ancestrale, en empower une éthique globale qui priorise la protection de la biosphère terrestre comme gardienne d'un legs interstellaire et en favorisant des avancées dans des missions comme Europa Clipper, lancée en 2024, qui cherche des microfossiles dans des lunes joviennes comme possibles stations intermédiaires dans le réseau. Échelonnant ces implications,
considérons comment cette pratique mentale ne se limite pas à la contemplation intellectuelle, mais permet la décision pratique dans l'ère spatiale. Dans des débats sur la terraformation de Mars, par instance, noter des événements cosmiques nous alerte à des risques de contamination croisée. En testant des suppositions de stérilité martienne contre des évidences de méthane endogène détectées par le rover Curiosity 2023 qui pourraient indiquer une vie importée et en réinterprétant la colonisation non comme conquête, mais comme extension responsable du réseau panspermique, en alignant des politiques de l'ONU sur l'exploration spatiale avec des principes de non-interférence biologique. Mais, et si cette connectivité révèle des vulnérabilités inattendues, comme des pandémiques cosmiques ou des microbes aliens, altèrent des écosystèmes locaux? Cette question réengage notre curiosité, en nous impulsant à approfondir les ramifications éthiques et scientifiques qui émergent quand la vie est vue non comme don unique, mais comme contagion inévitable. Pour réinitialiser l'attention dans cette cadence conceptuelle, en suivant un pattern d'interruption chaque 3 blocs d'idées, insérons une mini-histoire hypothétique qui illustre le potentiel transformateur de ces applications. Imaginons l'année 2045. Une équipe internationale à la base Artemis sur la Lune, excavant du régolithe polaire pendant une tempête solaire, déterre un fragment de météorite martien éjecté il y a 100 millions d'années. Sous des microscopes quantiques avancés, un biologiste découvre des colonies microbiennes viables, des archées avec des génomes codés dans un ADN chiral L identique au terrestre, mais avec des enzymes résistantes à la radiation qui surpassent tout extrémophile connu. Nommées Artemisia cosmica, ces entités non seulement confirment la panspermia lithopanspermique, mais, au séquençage, révèlent des séquences génétiques partagées avec des bactéries terrestres profondes, suggérant un flux bidirectionnel. La Terre comme émetteur et récepteur dans un réseau vivant. Le découverte, annoncée dans une conférence globale, ne provoque pas de panique, mais une euphorie scientifique. Les scientifiques, appliquant la pratique mentale, notent le météorite comme vecteur observable, testent des narratives d'isolement contre des données isotopiques qui lient Mars à la Terre ADN et réinterprètent de l'humanité comme pont dans une évolution galactique, en catalysant des traités interstellaires qui régulent la semence humaine sur des exoplanètes. Cette histoire, bien que fictive, se base sur des trajectoires réelles de missions, comme Mars Sample Return, prévu pour 2031, en mettant en lumière comment la panspermia pourrait redéfinir non seulement la science, mais la diplomatie cosmique. Avançant dans cette escalade, un fait impactant interrompt le flux. Selon des simulations de l'Institut d'astrophysique d'Oxford, 2024, la Voie lactée pourrait avoir expérimenté au moins 10 à la puissance 12 transferts biologiques dans ces 13 000 millions d'années, en faisant de la panspermia non une rareté, mais la norme évolutive, avec des implications qui s'étendent à la conscience. Si la vie est contagieuse, pourrait l'intelligence émerger convergemment dans des nœuds distants, en unissant des esprits à travers des héritages génétiques partagés. Cette réflexion, à mi-chemin de notre exploration appliquée, réengage le lecteur vers des horizons plus larges. Enfin, ces applications culminent en une tension croissante qui borde la révélation centrale. Au noter, tester et réinterpréter, la panspermia émerge non comme théorie marginale, mais comme clé pour débloquer l'énigme de l'existence, où la vie transcende des barrières planétaires pour devenir un contagion cosmique inévitable. Et ici, au climax de notre exploration, arrive la révélation promise qui ferme la boucle numéro 1, cette surprenante évidence expérimentale qui soutient la panspermia, avec une ligne mémorable qui encapsule son essence transformatrice. La panspermia non seulement explique les origines de la vie, elle dévoile la vie elle-même comme un contagion cosmique inévitable, une force propagative que l'univers conçoit pour disséminer la complexité biologique à travers ses confins infinis. Cette affirmation n'est pas une rhétorique poétique, mais le culmen d'un corps empirique accumulé qui, depuis les aurores de l'astrobiologie,
à reconfigurer les paradigmes scientifiques en passant d'une vision de la vie comme phénomène local et fragile à un processus robuste, distribué et omniprésent dans la structure cosmique. En intégrant des évidences de missions spatiales, simulations rigoureuses et analyses biochimiques, cette révélation non seulement valide l'hypothèse de graines interstellaires, mais redéfinit l'astrobiologie comme une discipline qui unit la microéchelle microbienne avec la macroéchelle galactique, en invitant à une réévaluation profonde de notre position dans le tapis de l'existence. Pour décomposer cette révélation avec la formalité qu'elle mérite, considérons comment des expériences, emblématiques à la Station spatiale internationale, ont confirmé la viabilité microbienne dans l'espace, en fournissant des preuves irréfutables que la vie non seulement survit, mais peut proliférer dans des environnements auparavant considérés létals. Le projet Tanpopo, initié par l'Agence d'exploration aérospatiale du Japon en 2015 et étendu jusqu'à 2021, représente un pilier central dans cette évidence. Dans cette initiative, des panneaux exposés à l'extérieur de la Station spatiale internationale, à 400 km d'altitude, soumis au vide interstellaire simulé, à des températures extrêmes oscillant entre moins 170 et plus 120 degrés Celsius et à un bombardement constant de rayons ultraviolets solaires et cosmiques galactiques, abritaient des colonies de micro-organismes terrestres, incluant des spores de Bacillus subtilis, d'Enococcus radiodurans et des champignons comme Aspergillus versicolor, encapsulés dans des matrices analogues à des météorites, comme de l'argile et de la glace. Après des expositions jusqu'à 6 années, les résultats, publiés dans la revue Astrobiology 2022 et dans des rapports de la NASA JAXA, ont révélé des taux de survie étonnants. 85% des spores de Bacillus subtilis sont restés viables, avec capacité de germination immédiate aux réhydratations en conditions terrestres, tandis que Deinococcus radiodurans a exhibé une réparation d'ADN si efficace que seulement 20% des mutations induites par radiation ont persisté, en permettant une réplication intacte. Ces microbes, non seulement ont résisté, dans des expériences de phase 2, 2018 à 2021, des fragments d'ADN et d'ARN exposés ont démontré une stabilité structurale, avec des liens phosphodiesters préservés contre l'hydrolyse induite par le vide, en suggérant que du matériau génétique primitif pourrait transiter des distances interplanétaires sans dégradation significative. Cette confirmation expérimentale s'étend à d'autres programmes de la Station spatiale internationale, comme l'expérience Expose R2 2014 à 2016, menée par l'Agence spatiale européenne qui a exposé une suite diverse de biomatériaux, depuis des cyanobactéries comme Chrococcidiopsis jusqu'à des lichens extrémophiles et des acides aminés purs à des conditions spatiales réelles pendant 18 mois. Les données, détaillées dans un supplément spécial de la revue Frontier in Microbiology 2019, ont quantifié que 50 à 70% des cyanobactéries ont revécu post-exposition en utilisant des mécanismes de photoprotection comme des caroténoïdes qui filtrent l'UV létal, tandis que les lichens ont maintenu leur symbiose algale intacte avec des taux de photosynthèse restaurés 90% dans des simulations d'atterrissage sur Mars. Une analyse formelle de ces résultats utilisant des modèles cinétiques de dégradation, équations d'Arrhenius adaptées pour l'espace, estime que de tels organismes pourraient survivre des transits de 10 à la puissance 6 années entre étoiles proches, avec des probabilités de viabilité de 10 à 30% sous protection lithopanspermique, en résolvant le goulot d'étranglement de la panspermia. La transition d'inactivité à activation dans des environnements habitables. Ces expériences ne opèrent pas en isolation. Elles se complémentent avec des simulations terrestres dans des chambres de vide comme celle du Centre spatial Johnson de la NASA, ou des impacts hypervéloces à 7 km par seconde, recréant des éjections planétaires, ont démontré que 60% de spores encapsulés dans des roches basaltiques émergent intactes, avec des profils génétiques préservés selon séquençage de nouvelle génération.
L'impact paradigmatique de ces évidences est profond et multifacette, en reconfigurant l'astrobiologie de fondement. Traditionnellement, le paradigme dominant, incarné dans l'hypothèse du monde d'ARN et la soupe primordiale d'Oparin-Haldane, confinait l'émergence de la vie à des processus géochimiques locaux avec des probabilités exponentiellement basses, estimées à 10 à la puissance moins 312 par certains modèles d'Huygens, 1971, qui requéraient des affinements improbables dans des constantes physiques. La panspermia, validée par la Station spatiale internationale, inverse cette narrative en postulant la vie comme un contagion propagatif, une fois originée dans un niche primordial, possiblement dans un exoplanète habitable tôt ou dans la chimie de la nébuleuse solaire. Elle se dissémine via des vecteurs, en élevant la fréquence de biosphère dans l'univers observable de sporadique à ubiquitaire. Formellement, cela se modélise par des équations de dispersion stochastique, comme celles utilisées dans le travail de Zachrisson et al. Stuss 2016 dans The Astrophysical Journal, où le taux de panspermia, lambda approximativement 10, à la puissance moins 5 par planète par million d'années, prédit que 40% des zones habitables galactiques abritent de la vie héritée, en s'alignant avec des détections du James Webb Space Telescope de biosignature dans 15% d'exoplanètes, analysées jusqu'en 2024. Cette reconfiguration résout des énigmes comme la précocité terrestre, vie en 3800 millions d'années versus 4500 de formation planétaire, en l'attribuant à des importations massives pendant le bombardement tardif, soutenues par des isotopes dans du zircon australien qui indiquent de l'eau et des organiques cosmogéniques dans l'ADN. Philosophiquement, cette révélation impose une transformation radicale dans notre compréhension de l'existence, en passant d'une ontologie centrée sur l'isolement planétaire à une vision holistique où la vie est un continuum cosmique, interconnecté par des fils invisibles de matériaux génétiques et des processus dynamiques qui transcendent les frontières stellaires. En fermant la boucle numéro 1 avec cette affirmation culminante, nous n'avons pas seulement démêlé la surprenante évidence expérimentale qui valide la panspermia, depuis les expositions à la Station spatiale internationale jusqu'aux signatures chimiques dans des astéroïdes, mais nous avons élevé la théorie à un cadre unificateur qui intègre l'astrobiologie, la cosmologie et la philosophie dans une narrative cohérente et empowering. Commençons maintenant la résolution de cette exploration en 3 bits précis, en décomposant l'arc de la croyance traditionnelle à l'évidence transformatrice et ses implications ultimes pour consolider les insights qui ont émergé tout au long de notre voyage intellectuel. Le premier beat se concentre sur ce qui était cru traditionnellement, la génération spontanée unique de la vie sur Terre, un dogme enraciné dans l'histoire de la science qui postule la biosphère terrestre comme un miracle isolé et endogène, surgi de processus géochimiques locaux sans influence externe. Cette vision, forgée au 19e siècle par des pionniers comme Charles Darwin dans son hypothèse du charcot chaud, 1871, et raffinée par l'abiogenèse chimique de J.B.S. Haldane et Alexandre Oparin dans les années 1920, imaginait la Terre primitive comme un chaudron autonome où, dans la soupe primordiale des océans Adéens riches en ammoniac, méthane et vapeur d'eau, des décharges électriques et radiations UV catalysaient la formation spontanée d'acides aminés, nucléotides et protocellules. Des expériences iconiques, comme celle de Stanley Miller et Harold Urey en 1953, répliquaient cette narrative en produisant des acides aminés dans un appareil scellé simulant l'atmosphère réductrice terrestre, en renforçant l'idée que la vie émergeait de rien chimique en un laps de centaines de millions d'années, sans besoin de graines importées. Cette croyance n'était pas une simple spéculation. Elle s'ancrait dans des évidences fossiles tôt, comme les stromatolites de Warrawoona en Australie, datés à 3500 millions d'années, interprétées comme preuve d'une abiogenèse rapide mais purement locale, et dans le principe anthropique qui positionnait la Terre comme un oasis exceptionnel dans un univers majoritairement stérile.
Philosophiquement, ce paradigme favorisait un exceptionnalisme humain, la vie comme un accident fortuit, fragile et unique, qui imposait une responsabilité absolue sur notre planète comme l'unique bastion de complexité biologique, en influençant des éthiques environnementales et des narratives culturelles qui célébraient la Terre comme berceau sacré de l'existence. Cependant, cette croyance traditionnelle, bien qu'élégante dans sa simplicité, est challengée par des limitations inhérentes. Elle ignore la précocité extrême de la vie. Apparaissant à peine 800 millions d'années après la coalescence terrestre, un intervalle trop bref pour l'accumulation probabilistique de biomolécules complexes dans des océans dilués, avec des odes estimées à 10, à la puissance moins 100 sous des modèles thermodynamiques d'Ilya Prigogine, 1977, et passe outre l'uniformité biochimique universelle comme le code génétique partagé par tous les organismes terrestres, qui suggère une origine commune non explicable par évolution divergente seule. En micro-conclusion, ce beat initial révèle un insight transformateur. En confrontant le dogme de la génération spontanée unique, nous reconnaissons ses vertus heuristiques, impulsant des avancées en chimie organique, mais aussi ses fêlures épistémologiques, en préparant le terrain pour une évidence qui élargit des horizons au-delà du confinement planétaire, en invitant à une humilité scientifique qui embrasse l'interdépendance cosmique. Le deuxième beat avance à ce que l'évidence montre, la robustesse du transfert interstellaire démontrée par un cumulus de preuves empiriques qui confirment la capacité de la vie primitive à survivre et se propager à travers le vide cosmique, en redéfinissant la panspermia non comme fantaisie, mais comme mécanisme viable et quantifiable. Depuis les analyses de météorites comme Murchison et Haaland, qui révèlent des acides aminés et nucléotides avec des signatures isotopiques et chiralité compatibles avec la biochimie terrestre, jusqu'aux missions spatiales comme Hayabusa 2 et Osiris-Rex, qui ont retourné des échantillons de Ryugu et Bennu regorgeant de précurseurs organiques préservés pendant 4500 millions d'années. L'évidence accumulée peint un tableau de transfert robuste. Des expériences à la Station spatiale internationale, comme Tanpopo et Expose R2, quantifient cette ténacité. Des spores bactériennes et extrémophiles, comme Deinococcus radiodurans, résistent à de la radiation létale, jusqu'à 10 à la puissance 4 grès, et vide absolu, avec des taux de survie de 50 à 85% dans des expositions prolongées, tandis que des simulations hydrodynamiques du laboratoire de propulsion à jet estiment que des fragments rocheux éjectés de planètes voyagent interplanétairement en mois et interstellairement en néons, en protégeant leur charge biologique par ablation et cryptobiose. Des observations du James Webb Space Telescope complémentent cela en détectant des biosignatures dans des exoplanètes comme K2, 18b, en suggérant des vecteurs actifs dans des zones habitables distantes, où des nuages moléculaires et comètes agissent comme autoroutes galactiques. Formellement, ces données se modélisent avec des équations de survie exponentielles, ES = E à la puissance moins kt, où k est le taux de dégradation spatiale calculé à 10 à la puissance moins 8 par année pour des microbes encapsulés, en prédisant viabilité dans 10 à 21% de transfert, en résolvant des barrières comme la dilution abiogénique par proposition de livraison concentrée pendant le bombardement tardif. Cette robustesse n'est pas illimitée, elle s'applique seulement à des formes microbiennes primitives, en excluant la complexité eucaryote avancée. Mais son impact est indéniable. Elle intègre des disciplines depuis l'astrochimie jusqu'à la microbiologie dans un cadre unifié. En micro-conclusion, ce beat offre un insight transformateur. L'évidence de transfert interstellaire non seulement valide la panspermia, mais illumine la résilience inhérente de la vie comme propriété cosmique, en dissipant des peurs de stérilité universelle et en favorisant une science proactive qui cherche des traces biologiques dans chaque roche spatiale, en élargissant notre agence exploratoire. Le troisième beat culmine en ce que cela signifie.
un univers regorgeant d'héritage biologique partagé, où la panspermia élève la vie de phénomènes locaux à l'aigue galactique, en impliquant une pluralité biologique interconnectée qui redéfinit l'humanité comme nœud dans un réseau évolutif vaste. Si le transfert interstellaire est la norme, alors l'uniformité génétique terrestre, depuis l'ARN ribosomique conservé jusqu'à l'homochiralité, elle, reflète non coïncidence, mais héritage commun d'un ancêtre cosmique primordial, possiblement originé dans un monde matrice, tôt ou dans la chimie de la nébuleuse solaire, disséminé par des supernovae et éjections qui colonisent 20 à 50% de planètes habitables dans la Voie lactée, selon des modèles de diffusion de Lineweaver et Greater 2002. Cela implique un cosmos vivant. Des exoplanètes comme celle de TRAPPIST 1 pourraient abriter des biosphères sœurs avec des évolutions convergentes vers l'intelligence qui résolvent le paradoxe de Fermi par postulation de contacts subtils via graines génétiques, non signaux radio. Éthiquement, cet héritage partagé demande une cosmopolitique. Des traités comme l'accord d'Artémis 2020 doivent s'étendre à ne pas contaminer des nœuds distants, tandis que philosophiquement, ils sapent le solipsisme humain, en nous positionnant comme steward d'un tapis biologique universel qui favorise une empathie interstellaire et accélère des recherches SETI vers des patterns génétiques homologues. En micro-conclusion, ce beat final distille un insight transformateur suprême. Reconnaître un univers d'héritage biologique partagé non seulement résout des origines, mais infuse un but cosmique, en transformant la solitude perçue en solidarité galactique et en empower l'humanité pour naviguer l'ère spatiale avec sagesse unifiée, où chaque découverte renforce notre connexion avec le tout. Mais si la panspermia éparpille la vie comme un contagion inévitable à travers le cosmos, quel mécanisme caché la dirige sélectivement vers l'émergence de l'intelligence, en guidant des graines microbiennes non seulement à la simple survie, mais à la complexité consciente qui pourrait tisser des réseaux civilisatoires interconnectés. Cette interrogante, qui laisse une boucle de curiosité finale sans résolution, élève les enjeux personnels et collectifs posés au début. Si de tels mécanismes existent, possiblement dans des dynamiques chimiques asymétriques ou des pressions évolutives galactiques, notre identité humaine s'élargit d'héritiers passifs à potentiels architectes d'une évolution cosmique, en favorisant des avancées éthiques en bio-ingénierie et spatiale où la panspermia non seulement illumine des passés cosmiques, mais moule des futurs interconnectés. Cette graine de curiosité, plantée à la fin de notre résolution, invite à une exploration continue, en nous rappelant que l'univers, dans sa vaste complexité, réserve des couches encore à dévoiler dans la danse intricée de la vie et de la conscience. Si cette théorie a fissuré votre perspective cosmique en ouvrant des aperçus à un univers vivant et entrelacé, le prochain chapitre plonge dans les énigmes de la panspermia dirigée, où des processus intentionnels, qu'ils soient naturels ou spéculatifs, pourraient orchestrer la semence de l'intelligence à travers les étoiles, en défiant non seulement les origines biologiques, mais le destin évolutif de la conscience universelle. Dans cette fermeture, permettez-moi de récapituler brièvement les éléments clés que nous avons décomposés dans cet essai, en maintenant un ton formel qui honore la profondeur scientifique explorée. Nous avons commencé avec l'hypothèse centrale de la panspermia, définie comme la dispersion interstellaire de graines microbiennes ou précurseurs biologiques par des vecteurs comme comètes et météorites, ancrés dans des analogies précises comme des graines terrestres élevées à échelle galactique, où le vent devient éjections astrophysiques, et délimitées explicitement pour exclure des interventions aliens intentionnelles dans sa forme naturelle, en se focalisant sur des processus probabilistiques observables. Tout au long de la narrative, chaque concept ardu a été pairé avec de telles analogies et limites. La résilience d'extrémophiles, comparée à des ours d'eau en cryptobiose, comme bouclier contre le vide, limité à des microbes primitifs incapables de transférer complexité eucaryote. La lithopanspermia, vue comme roche blindée dans un voyage interstellaire, avec taux de survie de 10 à 20% sous conditions optimales
mais non universelle pour toute forme vitale, et le réseau galactique de biosphères, analogue à une toile d'araignée cosmique interconnectée, délimitée par dynamique gravitationnelle qui exclut contact direct à échelle superlumique. Dans le noyau A, nous avons examiné les fondements biochimiques, acides aminés dans météorites comme Murchison, égalés à ingrédients dans une cuisine universelle stellaire, limitée à précurseurs qui requièrent encore activation locale, et la viabilité astrophysique, culminant en Rehooks qui anticipait preuves empiriques. Les cas et preuves, depuis les échantillons de Ryugu dans Hayabusa 2, analogues à une capsule du temps primordial, avec conditions limites de contamination atténuées par protocole ISO 5, jusqu'à Allende et ses simulations, ont répondu à contre-arguments comme synthèse abiotique avec réfutation d'expérience à la Station spatiale internationale en construisant confiance par équilibre. Le noyau B a révélé le twist conceptuel d'une vie réticulaire, enfermant boucle de curiosité avec payoff philosophiques qui démolissent le géocentrisme, tandis que les applications en 3 pas mentaux, noter, tester, réinterpréter, ont en power pratique quotidienne, comme observer pluie, météorique, comme porteurs potentiels, limités à sensibilité perceptuelle sans extrapolations infondées. Le climax a livré la révélation de la vie comme contagion inévitable, validée par Tan Popo et Expose R2, et la résolution a tracé l'arc de croyance traditionnelle à héritage partagé, chaque pas ancré dans évidence formelle. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous.